Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série Femmes en sciences. Si vous n'avez pas vu le premier épisode qui a abordé le fait d'être une femme dans des domaines encore masculins, je vous conseille d'aller le regarder, ne serait-ce que pour savoir qui sont les femmes présentes dans la vidéo. Le lien est en barre de description. Si le premier épisode se concentrait surtout sur le fait d'être une femme dans des milieux encore majoritairement masculins, ce deuxième épisode se focalise sur leurs accomplissements, leurs inspirations et les conseils qu'elles ont à donner pour les générations à venir. Avant de vous laisser découvrir nos questions et leurs réponses, un petit avertissement de rigueur. Les conditions de captation varient d'une femme à l'autre car les interviews ont été réalisées à distance. Nous vous remercions donc par avance d'être indulgents et indulgentes sur la qualité sonore de certaines interviews. Merci également de respecter ces femmes et leurs propos qui relèvent de leur expérience personnelle dans chacun de leurs domaines. Je compte donc sur chacun et chacune d'entre vous pour garder l'espace commentaire respectueux et constructif. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir leurs accomplissements, leurs inspirations et leurs conseils pour les futures femmes en sciences. Quel est le moment de ta carrière dont tu es la plus fière? J'ai envie de dire ma thèse, mais elle n'est pas encore soutenue. Je pense que le moment dont je serai le plus fière, ce sera la soutenance de thèse, parce que après c'est un peu biaisé, parce que là forcément j'ai le nez dedans, donc c'est vraiment le projet de ma vie. Non, je suis très fière de mener ce projet. Je suis très fière de faire une thèse de qualité et de pas me planquer derrière une revue de la littérature ou une thèse qualitative faite à deux à l'arrache. Mais moi c'est pas ma vision des choses en fait. Si c'est faire un travail de, enfin faire un travail de recherche, il faut que ce soit utile à soi, il faut que ce soit utile aux autres. Je vais pas révolutionner la médecine, mais j'ai quand même envie d'apporter ma pierre à l'édifice et d'être juste d'être fière de ce que je fais. Je fais un recueil prospectif, je fais une thèse, enfin une étude interventionnelle. Le but c'est de publier derrière. On a quand même une cohorte de plusieurs centaines de personnes. Enfin, c'est je pense que c'est du bon boulot et je pense que je serais fière de soutenir cette thèse et de la présenter et de publier cet article avec les autres personnes qui m'ont voilà qui ont travaillé sur le projet. Là où je suis extrêmement fière, c'est quand j'ai fait une formation pour passer cadre, parce qu'avec un DUT, j'étais technicienne supérieure, et j'ai fait une formation pour passer cadre, et depuis, j'ai eu une évolution de carrière qui est évidemment beaucoup plus intéressante, avec des activités aussi plus intéressantes. Alors j'ai repris, en fait bon, c'est une formation interne, mais je l'ai reprise assez tard, parce que j'avais plus de 40 ans déjà. Donc c'était une formation sur à peu près 1 an et demi où on développait un projet avec d'autres personnes, de la même entreprise que moi, mais des sites différents en France, des personnes que je ne connaissais pas. Et donc on a créé des équipes comme ça. Et il a fallu qu'on mène un projet sur un peu plus d'1 an. Donc c'était très très intéressant. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais continuer à évoluer et que j'étais arrivée à un niveau où j'étais un petit peu embutée. Moment de ma carrière dont je suis la plus fière. Il y en a plein, en fait. À chaque fois, par exemple, la soutenance de thèse, c'est vraiment un moment incroyable. On soutient notre thèse, devant nos pairs, évidemment, donc devant nos collègues, devant nos amis et devant notre famille qui vient très souvent assister. Donc, c'est quand même un moment hyper émouvant. Mais je crois que le moment vraiment que j'ai préféré, c'est quand j'ai remporté la bourse de la Fondation L'Oréal UNESCO, donc for Women in Science, qui récompense chaque année 35 doctorantes ou post-doctorantes. Mon année, je sais qu'on était plus de 700 dossiers, et donc je fais partie de ces 35 filles-là, en fait. C'est un jury qui est composé de l'Académie des sciences, donc voilà, c'est quand même vraiment sélectif. Et ça a été un moment super parce qu'il y a le côté, on reçoit un prix, on est reconnu, on peut parler de nos recherches. Le prix, c'est de l'argent, faut le dire, donc c'est 20 000 euros qui permet vraiment de débloquer des freins qu'on a pour progresser dans nos carrières. Et en plus, ça permet de rencontrer toutes ces autres lauréates qui viennent de plein de domaines scientifiques différents, des mathématiciennes, des informaticiennes, des biophysiciennes, et du coup de voir comment elles vivent leur carrière de scientifique en tant que femme. Et ça m'a permis de me rendre compte, surtout qu'en biologie, on est encore assez bien lotis, puisque malheureusement, c'est vrai qu'être une femme mathématicienne, c'est un peu plus compliqué. Et c'est des milieux qui sont vraiment beaucoup plus masculins, donc ça peut poser des problèmes. D'un point de vue égo, très personnel, ça a été la réussite des concours. Donc pour accéder au poste permanent, on passe des concours et je m'y attendais pas du tout à être prise, mais pas du tout, je ne pensais pas être prise. Et quand mon nom est sorti, je n'en revenais pas. J'ai appelé ma famille, j'ai appelé mes amis. D'un point de vue vraiment strictement professionnel, c'est assez récent. J'ai installé pour la première fois un des composants optiques que je dessine, enfin je conçois à Hawaï. D'ailleurs j'en ai des copies là.
Je peux les montrer. Voilà, c'est des petits composants optiques qui ressemblent à de la dentelle. Ils sont très beaux. Et pour la première fois en septembre, je les ai installés à Hawaï. Il y en a donc 3 installés là-bas. C'est moi qui les ai faits. Et quand ça a fonctionné, quand ils ont... Hop, voilà, ça ressemble à de la dentelle. Et ils ont fonctionné, ils ont fait ce qu'ils étaient censés faire à Hawaï. Et ça a été incroyable pour moi. Pour la première fois, ma recherche était utilisée sur un télescope. Le moment de ma carrière dont je suis la plus fière, je pense que c'est le moment où j'ai eu ma légitimité de la part de mon patron. Donc au bout de plusieurs années, le Covid aidant, en tout cas pour ma part, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été absentes durant cette période pour différents motifs. Et donc j'ai pu prendre en responsabilité à ce moment-là sur la partie de production, sur la partie commerciale. Donc au bout de 2 ans et demi de travail ici, j'ai vraiment eu une reconnaissance globale de mon travail et donc ensuite d'évolution de carrière en interne, même si on est une petite structure et c'est pour ça que maintenant j'ai le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu cette légitimité et cette reconnaissance de la part de mon gérant. Le moment de ma carrière où je suis le plus fière, alors j'ai l'impression, je crois que ça a été la fin de ma thèse. La fin de ma thèse pour moi était vraiment un moment où j'ai été fière parce que la thèse a été pour moi un moment où je me suis beaucoup développée. Ça a été très constructif, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que la thèse c'est difficile, je pense pour beaucoup de gens, simplement parce qu'on veut produire des résultats, c'est intellectuellement demandant. Et à la fin de la thèse, j'étais satisfaite de mon résultat, j'étais satisfaite du manuscrit que j'avais écrit. Et c'est un moment où, quand j'ai soutenu, après, quand j'y ai repensé plus tard, j'étais vraiment fière. J'ai regardé en arrière, je me suis dit, ça fait 3-4 ans que je travaille là-dessus, ça c'est le produit final et j'en suis contente, j'en suis fière et du coup c'était vraiment une bonne satisfaction. Donc ça a été un moment où j'étais très, très fière de mon travail et surtout c'était pas un moment précis, c'était vraiment fière des 3-4 dernières années. Quelle est la femme de science que tu admires le plus ? Simone Veil. C'est pas une femme de science, je sais. C'est pas une femme de science, mais sans aucune hésitation, Simone Veil. Donc déjà, de par cette histoire de déportation et qui s'ancre dans notre 20e siècle, et de par sa résilience, son courage que je trouve admirable. C'est une femme déjà humainement qui est admirable. Et de par son combat pour la contraception, pour les droits à l'avortement, pour la reconnaissance et l'acceptation des personnes atteintes par le VIH. C'est pas une femme de science qui a fait de la science dans un labo, c'est une femme de science qui a porté la science sur la scène politique, sur la scène médiatique et qui a montré ce qu'on pouvait faire avec la science et comment elle devait être utilisée. Et j'ai une admiration vraiment sans borne pour cette femme. Je trouve qu'elle est exceptionnelle et qu'elle a apporté énormément et aux femmes et à la science. Et je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça dans le fait que j'ai voulu être médecin. Alors, je pense que ce serait Marie Curie. Pourquoi Marie Curie? Parce elle s'est pas posé de questions en fait, je pense. Elle était l'égale de son mari. Ce qui m'intéresse moi dans mon environnement et ce qui devrait intéresser tout le monde en fait, c'est les compétences, le fait d'être bien avec les gens et peu importe que ce soit des hommes, des femmes ou autre chose. Si on prend l'histoire des sciences, il y en a une que j'admire particulièrement, c'est Rosalind Franklin, qui a participé. J'aime pas le terme participer. Elle a découvert la structure en double hélice de l'ADN de manière concomitante avec d'autres hommes qui sont eux extrêmement connus. Hein. Mais voilà, cette scientifique Rosalind Franklin, elle n'a pas reçu de prix Nobel pour cette découverte, contrairement à ses collègues messieurs, qui lui ont même, on peut le dire, hein, carrément volé une partie de ses recherches. Donc voilà, cette femme, elle est quand même l'emblème, voilà, de ces carrières un peu volées, hein, des femmes scientifiques qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur. Et si on prend quelque chose qui est plus proche de moi et plus contemporain, c'est vraiment ma directrice de recherche actuelle, Aminata Touré, qui est une femme qui fait une carrière scientifique excellente, mais qui pour autant garde une énorme bienveillance et beaucoup d'humanité dans ses relations avec ses collègues. Et c'est assez rare pour le remarquer en fait, puisque c'est quand même des carrières difficiles, compétitives, comme je l'ai dit, qui poussent certains caractères, voilà, certains égos, on va dire, qui font qu'on n'a pas toujours ces marques de bienveillance là au travail, et pouvoir travailler dans ces conditions, ça fait vraiment du bien, voilà, de se sentir vraiment considéré, et puis c'est un beau modèle à suivre.
Alors, il y en a une qu'on rigole beaucoup. J'admire beaucoup Jocelyn Bell Burnell, avec un très mauvais accent, qui est connue pour ne pas avoir eu le prix Nobel. C'est la femme qui a découvert les pulsars pendant son doctorat en astronomie. Donc, c'est une astronome. Pendant son doctorat, elle a découvert les pulsars. Personne ne l'a cru, en particulier son directeur de thèse ne l'a pas cru. Après son doctorat, il a publié l'article qu'elle avait écrit à sa place, en son nom à lui, et il a eu le prix Nobel, avec un autre collaborateur. Voilà, elle n'a pas eu le prix Nobel. Bon, elle a eu d'autres prix, parce qu'il y a eu un soulèvement de la communauté. Après ça, elle a eu d'autres prix, donc, dont des prix incroyables, mais j'ai vu des interviews d'elle, elle en parle en plus avec une grande humilité de ce non-prix Nobel. Elle dit que si elle avait eu le prix Nobel, finalement, elle aurait fait le tour des universités pour faire des conférences, et elle aurait dû arrêter les sciences, et ça, c'est triste. La femme de science que j'admire le plus, j'ai pas forcément de femme de science que j'admire, parce que je considère que chacun dans son domaine, il y en a beaucoup qui ont fait des choses, et j'ai pas forcément une femme ou un homme spécifique qui m'a transcendée ou qui m'a motivée à aller vers ce domaine-là. Donc j'ai pas forcément de figure de proue attitrée sur quoi que ce soit. Alors, c'est une très bonne question. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Tout au long de mes études, j'ai eu la chance d'avoir, comme je disais avant, des modèles, des rôles, des encadrants en fait qui m'ont beaucoup soutenue. Et parmi ces personnes-là, il y a eu beaucoup de femmes. Et donc les personnes que j'admirais le plus, je pense qu'il n'y en a pas forcément qu'une, mais il y a ma première encadrante de thèse, une professeure que j'ai eue en mathématiques quand j'étais en master, et je dirais l'encadrante de thèse que j'ai eue quand j'ai déménagé en France. Et pourquoi je les admire? Parce que ce sont des femmes qui ont su construire une carrière scientifique prominente, très bonne, qui ont su équilibrer leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, donc dans certains cas avec une famille, tout en ayant une présence très forte dans leurs départements respectifs. Et donc c'est pour ça que je les admire. Voilà, tout en restant des personnes humbles, toujours à l'écoute des étudiants et prêtes à donner conseil à leurs thésards ou alors à d'autres doctorants ou élèves des départements de l'université. Un conseil pour les petites filles qui galèrent avec les matières scientifiques et les mathématiques? Soit vous êtes faite pour ça et vous pouvez galérer une fois ponctuellement sur un truc et c'est pas grave parce que moi j'ai toujours été une grosse quiche en physique-chimie. 7 et 11 de moyenne en physique-chimie, ça m'a pas empêché d'avoir mon bac et d'être médecin, donc en fait c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas être bonne partout, et on s'en fout en fait. Moi j'étais très bonne en maths, et j'étais une grosse quiche en biologie, étonnamment au lycée aussi, moins qu'en physique. C'est les maths qui ont sauvé mon bac. J'étais pas si bonne que ça en biologie au lycée. Donc en fait, c'est pas grave. Faut pas se fier à ça parce que ce qui compte, ce sera après à l'université les matières et la multitude de matières qu'il y aura en plus. Et bien, si elle galère avec les maths, qu'elle fasse autre chose. Si elle est bien avec de l'histoire ou de la géographie ou avec les lettres, et ben c'est pas grave. C'est pas une tare de pas aimer les sciences. Hein. C'est juste un autre domaine d'activité. Puis peut-être qu'elle fera du dessin ou de la musique. Alors moi, j'ai pas toujours été très douée en matière scientifique. Hein. J'étais très douée en biologie, mais en mathématiques, par exemple, j'étais vraiment mauvaise. Donc je dirais aux petites filles, et pas qu'aux petites filles, hein, aux petits garçons aussi, que c'est pas une fatalité. Déjà, s'ils aiment les sciences mais qui sont pas bons, ils peuvent travailler, se faire aider et pour essayer de s'améliorer. Mais s'ils aiment pas ça, il y a plein de choses à faire. Hein, et voilà, il faut vraiment que les gens choisissent des métiers qui vont leur plaire, des domaines qui vont leur plaire, et c'est dans ces domaines-là qu'on doit les encourager. Et ça doit pas être le genre à la base doit pas être un frein pour telle ou telle filière, fille ou garçon. Ça va être cliché, mais il ne faut pas se décourager. Et ensuite, il peut y avoir un génie inné en sciences, mais vraiment, ça doit concerner une minorité. Cette minorité, par exemple, je ne la connais pas. C'est surtout du travail et des tentatives de comprendre, essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière les mathématiques, derrière la physique, de l'appliquer, etc. Le quotidien, c'est pas du tout des génies qui font des découvertes incroyables en se levant le matin entre le café et le croissant. C'est vraiment du travail. Et même pendant nos études, c'est du travail. On a tous et toutes dû travailler pour en arriver là où on est et pour comprendre les mathématiques et la physique. Il n'y a rien d'inné. Il faut s'accrocher. En fait, je pense que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas au démarrage qu'on pourra jamais y arriver. Il y a plein d'exemples de personnes qui étaient nulles en maths et qui deviennent
qui deviennent très bons une fois que le domaine d'activité lié aux mathématiques du coup est de l'applicatif et du coup on se rend compte de l'intérêt, on se met à apprécier et être doué. Donc le but c'est de s'accrocher sur les bases parce que c'est le plus important. Et après les mathématiques, la physique, chimie, toutes les sciences qu'on apprend à l'école, en fait on utilise 10% dans notre quotidien au travail et encore. Donc l'objectif en fait c'est d'arriver à s'accrocher, de continuer et de se tourner vers un domaine qui nous plaît puisqu'ensuite c'est là où on va pouvoir s'épanouir. Alors, si on galère avec les matières scientifiques, je pense que l'approche qu'on a, et je pense surtout aux mathématiques, n'était pas forcément la bonne. Donc, il y a plusieurs façons, je pense, d'approcher les matières scientifiques. Et souvent, si on bloque sur quelque chose, si on bloque par exemple sur les maths, on se dit à l'école, oh, les maths, c'est vraiment pas la discipline que j'aime, c'est trop compliqué. C'est peut-être parce qu'on ne les approche pas de la bonne façon. On peut voir les maths comme un jeu, comme on peut voir la chimie, la physique comme un jeu, comme on disait avant dans les motivations, une énigme à résoudre. Et donc, peut-être qu'il faut voir un peu le problème sous un autre angle, se dire, ah bah tiens, c'est un puzzle, il faut que je le résous, prenons-le comme un jeu. Et je pense que l'apprentissage des mathématiques ferait beaucoup moins peur au collège, ou même au lycée, ou même à l'école primaire, si pour certains élèves, je pense, sont tout à fait apprécient ou tout à fait comprennent tout à fait l'enseignement qu'il y a à l'école, mais pour d'autres élèves, c'est peut-être une question de perspective, de voir le problème sous un autre angle. Donc si on n'aime pas ces matières, si on n'aime pas trop les sciences à l'école, peut-être regarder ça sous un autre angle, ou alors regarder, il y a des livres qui ont des énigmes mathématiques pour s'amuser, des documentaires sur la physique, la chimie, C'est pas sorcier, ça a fait toute mon enfance, et ce sont d'autres façons de voir les sciences de façon plus ludique. Et un conseil pour les jeunes femmes qui hésitent à poursuivre un cursus tourné vers les sciences ? Eh ben foncez, en fait, allez-y, essayez, tentez. C'est des parcours qui sont pas faciles, mais si vous avez envie d'y aller, allez-y. Et au pire vous vous plantez, et ben c'est pas grave en fait. Vous aurez essayé, vous aurez tenté, et c'est cool. Et c'est pas parce que vous êtes une femme, un homme, à genre, transgenre ou que sais-je, que vous allez mieux ou moins bien y arriver. Les maths et la physique quantique, ça se pratique pas avec un pénis. Donc, si vous avez envie d'y aller, foncez, et il y a de grandes chances que ça le fasse. Alors c'est une question qu'on m'a déjà posée. Que dire aux jeunes filles qui hésitent à aller dans des domaines comme les nôtres? Et ben je dis, il faut pas hésiter. Si on est sûr ou quasiment sûr que c'est ça qu'on veut faire, ben on se pose pas la question de savoir si on va avoir des difficultés. De toute façon, quel que soit le choix qu'on fera, on aura des difficultés. Le fait d'être une femme, c'est jamais qu'une petite difficulté supplémentaire, qu'en est plus vraiment une maintenant par rapport à ce que j'ai connu au début. Donc le conseil, c'est si on est sûr, on y va, on fonce. Alors je leur dirais de s'accrocher vraiment parce qu'elles ont le droit. Elles peuvent suivre leur envie, faire une carrière scientifique, faire une belle carrière scientifique. Vraiment, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour faciliter les avancées des carrières féminines, pour qu'elles soient moins freinées par les grossesses notamment, puisque vraiment c'est des choses faire des bébés, ça prend du temps, prend plus de temps quand on est une femme, notamment en laboratoire, puisque il y a plein de choses qu'on peut pas faire quand on est enceinte, vu qu'on peut pas manipuler tous les produits chimiques dangereux qu'on manipule habituellement. Donc je dirais qu'elles s'accrochent. Des fois, les gens ils nous disent mais non, les jeunes filles elles savent très bien qu'elles peuvent faire des carrières scientifiques, elles sont pas freinées aujourd'hui dans notre société actuelle. Je leur dirais vraiment que c'est faux. J'ai eu le cas quand j'étais à l'Institut Cochin, on faisait la fête de la science comme beaucoup d'instituts, donc on reçoit des scolaires notamment. Et après coup, l'Institut a reçu une lettre d'une jeune fille qui disait vraiment qu'elle avait pu voir qu'elle avait le droit de choisir ce style de filière, qu'elle était vraiment dissuadée dans sa famille par ses parents qui lui disaient que non, la recherche en santé c'est des carrières qui sont plutôt pour les hommes, pas pour les femmes. Et donc ça existe encore. Et donc, il faut continuer à encourager les jeunes femmes et jeunes filles dans ces filières si c'est ce qu'ils leur plaît. Alors déjà qu'elles ont une place dans le milieu, ces femmes, elles ont une place en sciences. En fait, je pense à une collègue un jour qui m'a annoncé qu'elle quittait l'astronomie. Et je lui ai dit « Ah, mais c'est dur parce que moi, j'aurais du mal à quitter l'astronomie volontairement comme ça parce que j'aurais l'impression de suivre les stats, de participer à ce que le milieu reste un entre-soi masculin. » Et elle m'avait dit « Mais Lucie, si je quitte le milieu, c'est pas un échec personnel, c'est un échec du milieu. »
Et j'avais trouvé ça incroyable. La responsabilité n'est pas personnelle, c'est une responsabilité du milieu. Elle est très chouette. Elle est revenue en astronomie il y a 2 ans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En sciences, il y a de la place pour tout le monde. Alors, c'est pas simple et il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui nous rend heureux et comment se faire une place. Alors moi, le conseil personnel que j'ai mis longtemps à appliquer, c'est de m'entourer des bonnes personnes. C'est de mettre en place autour de moi un réseau que j'ai appelé mes anges gardiens, mais qu'on peut appeler des mentors, d'anges gardiens qui me soutenaient pour les candidatures, qui m'aidaient. Dès qu'il y avait un prix qui sortait, comme le prix L'Oréal UNESCO, qui me disait candidate, etc. Donc c'est vraiment... Et au quotidien, quand j'avais des soucis, je pouvais les appeler, leur écrire. Et c'était des personnes qui me consolaient, mais qui m'aidaient à comprendre comment fonctionne le milieu et m'aider à progresser dans ce milieu. Donc c'est vraiment de bien s'entourer d'alliés. Pour moi, ce qui a été le plus important dans le fait de choisir les sciences, c'était de voir le côté application au quotidien, tous les produits en fait qui étaient corrélés à la chimie ou à la physique-chimie au sens plus global. Donc en fait, je pense qu'il faut pas réfléchir en matière, donc maths, physique, bio. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur ce qu'on a envie de faire au quotidien après et pas s'arrêter au fait qu'il y a des sciences ou il n'y a pas de sciences. En fait, il faut pas que ça devienne un critère de savoir s'il y a des sciences. Il faut vraiment choisir son métier et son domaine en fonction de ce qu'on a envie de faire au quotidien et pas s'arrêter à est-ce que je peux vraiment y arriver parce qu'il y a des sciences, on s'en fiche, c'est ce qu'on a envie de faire, il faut y aller et le reste ça suivra. Alors moi je leur dirais de ne pas hésiter à contacter des chercheuses ou même des chercheurs dans le monde, dans la discipline qui les intéresse mais où elles ont peut-être un peu peur de se lancer. Je pense que souvent c'est une idée assez erronée de ce qu'est la matière scientifique ou la vie d'un chercheur. Je pense que, et c'est normal, au lycée on est rarement confronté à des chercheurs, sauf si on a un chercheur dans la famille. Et donc, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire. On ne se rend pas forcément compte de ce qu'est le quotidien d'un chercheur. On s'imagine peut-être, comme je disais avant, pour l'informatique, on passe la journée devant l'ordinateur, alors que c'est pas forcément vrai. Donc, pour ces personnes qui hésitent à se lancer dans une carrière scientifique, je leur dirais de ne pas hésiter à contacter des chercheurs, que ce soit des professeurs ou peut-être des doctorants, même des élèves qui ont à peine commencé l'université, qui sont en première année de licence, pour leur demander concrètement, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien ? À quoi ressemble ta journée ? Et je pense que basé sur ces réponses-là, on peut se faire une meilleure idée de ce qu'est vraiment la vie d'un chercheur en sciences. J'espère que ce deuxième épisode de notre série sur les femmes en sciences vous a plu et vous aidera à inspirer les jeunes femmes autour de vous. Je vous invite maintenant à regarder le dernier épisode de notre série. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir l'Astec, pensez à liker et commenter cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir sur la chaîne. Et pour les personnes qui le veulent et qui le peuvent, faites-nous un don. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien utiliser le lien Helloasso en barre de description. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite dans le dernier épisode.